Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus assister à cette dernière, déjà, hélas, représentation de notre dernier spectacle, Soudain l'été dernier. On a attendu un petit peu parce qu'il manquait encore un spectateur et qu'on ne voulait pas qu'il rentre en plein milieu quand on avait commencé, parce que vous allez voir que c'est une pièce assez exigeante. Voilà, quelques mots sur la pièce avant de démarrer. Donc, Soudain l'été dernier, Tennessee Williams, c'est un gros morceau. C'est le moins qu'on puisse dire, comme vous allez voir. C'est une pièce avec une écriture magnifique. Pour moi, Tchekhov est un des plus grands auteurs de la littérature. Vous allez voir que c'est absolument extraordinaire comme une écriture, mais c'est une écriture très difficile, parce que dans le jeu des comédiens, ce qui a joué n'est pas ce qui a écrit, mais ce qui n'est pas écrit, justement. Donc vous allez voir que c'est vraiment un tour de force. Je voulais vraiment souligner tout le travail que ces comédiens ont fait, et le plaisir que nous allons avoir à le partager véritablement avec vous. Et un verre cassé. C'est du verre blanc, ça porte. Bonne. Voilà. Donc c'est une pièce qui est difficile parce que ça demande une tension du début à la fin, non seulement pour les comédiens, mais voilà, je vous dis tout de suite, c'est pas très gai, c'est pas hyper comique. Donc ça va vous demander beaucoup d'attention aussi. Il faut vraiment être attentif du début à la fin pour suivre toute cette histoire dans toute son ampleur. Voilà. Encore un mot pour dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec cette troupe de la Traffray, pardon. Pour ceux qui connaissent, nous présentons 2 spectacles par an. Donc je vous donne déjà rendez-vous en décembre pour là quelque chose de beaucoup plus comique, puisque c'est un cabaret comme chaque année. Et le cabaret cette année sera sur Bruxelles, voilà, sur des textes et des extraits de pièces de théâtre sur Bruxelles, de la musique, peut-être de la danse, en fait. Un cabaret, voilà. Et notre spectacle au mois de mai, on ne sait pas encore, là on va se réunir dans 2 semaines pour un petit peu discuter de la suite des événements. Donc c'est un réel plaisir de travailler avec eux et nous avons un réel plaisir à partager ce moment avec vous, surtout ce dernier moment qui est très 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 émouvant. Avant de vous laisser au mot de Tennessee Williams, selon la formule consacrée, n'oubliez pas de rallumer vos GSM après le spectacle. Au cas où on vous appelle, ça peut servir. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment parmi nous. Merci. Le jardin de Sébastien. Chaque plante portait une étiquette avec son nom latin, mais les inscriptions s'effacent. Ces plantes que vous voyez là-bas sont les plus anciennes du monde. Elles ont survécu jusqu'à nous depuis l'âge des forêts de fougères géantes. Bien entendu, dans ce climat semi-tropical, des spécimens les plus rares, comme par exemple la dionée attrape-mouche. Vous savez ce que c'est, docteur, que la dionée attrape-mouche? Une plante insectivore? Oui. La dionée se nourrit d'insectes. Du début de l'automne à la fin du printemps, il faut la garder sous cloche de verre. Quand sa dionée était ainsi sous cloche, mon fils Sébastien était obligé de se procurer pour elle des drosophiles qu'il faisait revenir à grands frais par avion d'un laboratoire de Floride où l'on utilise les drosophiles pour les expériences de génétique. Moi, docteur, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas en faire autant. Ce n'est pas une question de dépense, mais D'effort? Voilà. Alors, adieu, Dionée attrape-mouche, adieu à bien d'autres choses d'ailleurs.
Je ne sais pas pourquoi, docteur, mais j'ai déjà l'impression que je peux prendre appui sur vous. Docteur Coucrou. Kukrowicz, c'est un nom polonais qui signifie sucre. Simplifions donc les choses et appelez-moi docteur Sucre. Eh bien, docteur Sucre. Voilà. Vous avez vu le jardin de Sébastien? On dirait une jungle. Une jungle bien entretenue. C'est ce qu'il voulait. Rien n'était laissé au hasard. Tout était réglé et prévu dans la vie de Sébastien, dans sa vie comme dans son travail. Quel genre de travail faisait votre fils, Madame Venable, outre les soins qu'il donnait à ce jardin? Combien de fois m'a-t-il fallu répondre à cette question? Savez-vous que cela me bouleverse encore un peu de penser que le poète Sébastien Venable est toujours inconnu, en dehors d'une petite chapelle d'amis qui comprend sa mère? Je vois. Voyez-vous, à proprement parler, c'est sa vie qui était son travail. Je vois. Non, vous ne voyez pas. Mais ça viendra, avant que j'ai fini de vous l'expliquer. Sébastien était poète, c'est ce qu'il faut comprendre quand je dis que sa vie était son travail, car le travail d'un poète est la vie d'un poète, et vice-versa, la vie d'un poète est le travail d'un poète. Je veux dire, les deux sont inséparables. Je veux dire, tenez, par exemple, le travail d'un représentant de commerce est une chose, et sa vie en est une autre. On peut en être une autre, il en va de même pour les docteurs, les avocats, les commerçants, et même les voleurs. Mais la vie d'un poète est son travail est sa vie, d'une façon très particulière, d'ailleurs, parce que... je parle, j'en perds la tête, et le souffle. Merci. Dites-moi, Madame Venable, est-ce que vous avez la permission de votre médecin La permission de quoi faire? d'avoir cette entrevue avec cette jeune femme que vous tenez pour responsable de la mort de votre fils? Voilà des mois que j'attends de me trouver face à face avec elle. Je ne pouvais pas aller la voir à Sainte-Marie, il a fallu que je la fasse venir chez moi. Je ne m'effondrerai pas, docteur. C'est elle qui s'effondrera. Je veux dire que ce sont ces mensonges qui s'effondreront, pas par vérité, pas la vérité. Je ne me savais pas si faible sur mes guiboles. Asseyons-nous, docteur. Il ne me reste que peu de force, mais je n'ai pas peur. J'irai jusqu'au bout de mes dernières ressources pour faire ce que précisément je suis en train de faire. Je consacre le peu de vie, docteur, qu'il me reste à défendre la réputation d'un poète mort. Sébastien, comme poète, était inconnu du public. Il ne voulait pas de cette notoriété. Il a refusé. Il n'avait que de l'horreur et de l'effroi pour toutes ces fausses valeurs que l'on retire de la publicité, de la renommée, de l'exploitation de soi. Et il me disait, Violette, ma mère, vous allez vivre plus longtemps que moi. Comment le savait-il? Les poètes sont toujours des devins. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, il avait souffert de rhumatisme articulaire. Son cœur s'en était ressenti, mais il refusait de ne plus faire de cheval, de ne plus nager, de ne plus... Violette, ma mère, vous allez vivre plus longtemps que moi, et quand j'aurai disparu, tout ceci sera entre vos mains. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il voulait parler, bien entendu, de sa gloire posthume. Voilà ce qu'il voulait, qu'après sa mort, quand il serait hors d'atteinte, son œuvre soit offerte au monde. Bon, me suis-je bien fait comprendre, docteur? Voici l'œuvre de mon fils. Voici sa vie, qui continue. Poème d'été. Poème d'été, avec la date de l'été. Il y en a 25. Il écrivait un poème par an qu'il imprimait lui-même sur une presse à bras du XVIIIe siècle dans son atelier au fond du quartier français. Ainsi, il était le seul à le voir. Il écrivait un poème par an. Un pour chaque été où nous avons voyagé ensemble. Le reste de l'année n'était vraiment rien de plus qu'une préparation de 9 mois. 9 mois. La durée d'une grossesse. Et le poème naissait avec difficulté? Oui. Même avec moi, docteur. Sans moi, impossible.
Il n'a pas écrit de poème l'été dernier. C'est l'été dernier qu'il est... Mort. Sans moi, il est mort l'été dernier. Sa mort a été le poème de son dernier été. Je me souviens d'un été, il y a bien longtemps. Je ne sais pas pourquoi ce souvenir me revient. Il m'avait dit, Violette, chère mère, écoutez. Et il m'avait lu les pages de Melville sur les Incantadas, les îles Galapagos. Je cite un passage. Prenez 25 tas de cendres déchargées au hasard sur un terrain de banlieue. Imaginez que certains ont la taille des montagnes et que le terrain vague est la mer. Vous aurez une idée assez juste de l'aspect général des Incantadas. Volcans éteints, îles enchantées, qui ressemblent à ce que le monde pourra être dans son ensemble après un dernier cataclysme. Fin de ma citation. Il m'a lu cette description et puis il a dit que c'est là que nous devrions aller. Et nous y sommes allés. Cet été-là, nous avons affrété un bateau, un schooner, à 4 mâts, aussi semblable que possible au bateau sur lequel avait dû voyager Melville. Et nous avons vu les Incantadas. Mais aux Incantadas, nous avons vu aussi quelque chose dont Melville n'avait pas parlé. Nous avons vu les grandes tortues de mer sortir de l'eau, ramper sur le rivage pour y pondre leurs œufs, ce qu'elles font chaque année. Une fois par an, les tortues femelles sortent des eaux équatoriales, rampent sur les plages chauffées à blanc de ces îles volcaniques, font un trou dans le sable et déposent leurs œufs. C'est un long et pénible travail que cette ponde dans les trous creusés dans le sable. Ensuite, la tortue, épuisée, à moitié morte, regagne la mer. Elle ne voit jamais ses petits. Mais nous les avons vus. Sébastien savait exactement quand aurait lieu l'éclosion et nous sommes retournés à temps pour y assister. Vous êtes retourné aux îles Incantadas? Oui, nous sommes retournés à ces épouvantables Incantadas, à ces tas de volcans éteints, à temps pour assister à l'éclosion des petites tortues de mer et à leur fuite éperdue vers la mer. La plage étroite, couleur de caviar, grouillait tout entière, mais le ciel lui aussi grouillait. Le ciel aussi grouillait? Plein d'oiseaux avides de chair fraîche, plein des clameurs de ces oiseaux, de leurs cris horribles et féroces. Les oiseaux carnassiers. Sur l'étroite plage des Incantadas, au moment où les petites tortues qui venaient d'éclore sortaient péniblement de leur trou dans le sable pour se lancer dans leur sauve-qui-peut vers la mer. Leur sauve-qui-peut vers la mer. Et échapper aux oiseaux avides de chair fraîche, si nombreux que le ciel était presque aussi noir que la plage. Et la plage tout entière était vivante. Oui, tout entière vivante. Avec les jeunes tortues qui se précipitaient vers la mer, tandis que les oiseaux s'attaquaient au piquet, remontaient planer, attaquaient au piquet, ils s'abattaient sur les tortues. Les retournaient, exposaient leur ventre tendre, crevaient ce ventre à coups de bec, déchiquetaient et dévoraient la chair. Sébastien estima que sans doute une sur 10 000 au maximum réussirait à s'échapper à gagner la mer. Madame Zénobel, qu'est-ce que votre fils trouvait de si passionnant à ce spectacle? Mon fils était à la recherche de... Disons qu'il s'intéressait aux tortues humaines. Vous alliez dire que votre fils était à la recherche de quelque chose. Soit. J'allais dire que mon fils était à la recherche de Dieu, mais je me suis arrêtée parce que j'ai eu peur qu'en disant qu'il cherchait Dieu, je ne vous fasse penser en vous-même encore un de ces jeunes prétentieux atteints de folie douce, ce que Sébastien n'était pas. Tous les poètes cherchent Dieu, tous les bons poètes. C'est pour eux une quête beaucoup plus difficile que pour les prêtres, parce qu'ils l'entreprennent sans l'aide des manuels célèbres, des expéditions bien organisées dont les prêtres ont le privilège, les saintes écritures et les églises. Voilà, c'est dit. Mon fils était à la recherche de Dieu, ou plutôt à la recherche d'une image claire et nette de Dieu. Ce soir-là, sous les feux du ciel équatorial, il est resté au poste de vigie du bateau à regarder ce qui se passait sur la plage. Incantadas, jusqu'à ce que la nuit l'empêche de voir. Et quand il est redescendu en sautant de l'échelle de corde, il a dit « Cette fois, je l'ai vu. » Il voulait dire Dieu. Je vois. Les jours suivants, la fièvre l'a saisi.
Il s'est mis à délirer, j'ai pris le commandement et j'ai donné ordre de naviguer vers le nord-est, vers les mers plus froides. Ensuite, l'Inde, puis la Chine. Et quand nous étions dans l'Himalaya... Quoi? Ah, mon élixir! Ce pharmacien est bien bon de me maintenir en vie. Où en étais-je? Dans l'Himalaya. Cet été-là, il y a bien longtemps, dans l'Himalaya, il avait failli se retirer dans un monastère bouddhiste. Il s'en est fallu peu. Il s'était déjà fait raser la tête, ne mangeait plus que du riz dans une écuelle de bois et vivait sur une natte de paille. Il avait promis à ses moines bouddhistes rusés de se retirer du monde et de se donner avec toutes ses possessions terrestres à leur ordre mendiant. Pensez si j'ai immédiatement télégraphié à son père. Au nom du ciel, donnez ordre à la bande de bloquer le comte de Sébastien. En guise de réponse, j'ai reçu un télégramme de l'avocat de mon mari. Monsieur Venable, très malade, stop, a besoin de vous, stop, vous réclame, stop, impératif, revenir immédiatement, stop, télégraphié, date et heure, retour. Et vous êtes retourné auprès de votre mari. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie et je suis restée avec mon fils. Je l'ai fait sortir de cette mauvaise passe. En moins d'un mois, il avait quitté sa paillasse poisseuse et envoyé promener son bol de riz et retenu des chambres à l'hôtel Shepard du Caire et au Ritz de Madrid. Et ensuite, nous avons continué à vivre dans un monde de lumière et d'ombre. Mais l'ombre était aussi éclatante que la lumière. Madame Venable, vous ne désirez pas vous asseoir maintenant? Vous avez raison, si je ne veux pas tomber. Comment vont vos oreilles, docteur? Mes oreilles? Elles vont bien. C'est donc que vous avez les oreilles solides, parce que j'ai tellement parlé qu'elles devraient être en morceaux maintenant. Mais il était important que vous compreniez que la mort de Sébastien l'été dernier était aussi une grande perte pour le monde. Vous auriez bien aimé mon fils. Et vous lui auriez beaucoup plu. Sébastien n'avait pas le snobisme de la famille, ni le snobisme de l'argent, mais c'était tout de même un snob. Il était snob en ce qui concerne le charme personnel des gens. Il exigeait la beauté chez ceux qui l'entouraient. Et il y avait toujours autour de lui une petite cour parfaite composée d'êtres jeunes et beaux. Partout où il se trouvait. À la Nouvelle-Orléans comme à New York, sur la Riviera comme à Paris ou à Venise, il n'était entouré que de beauté, de talent et de jeunesse. Votre fils était jeune, madame? Nous étions tous les deux jeunes, docteur, et nous restions jeunes. Pourrais-je voir une photographie de votre fils, madame? Mais volontiers, je suis heureuse que vous me le demandiez. Je ne vais pas vous en montrer une, mais deux. Voici mon fils Sébastien, habillé en page Renaissance pour un bal costumé à Cannes. Et voici mon fils Sébastien dans le même costume, mais lors d'un bal à Venise. Les deux photographies ont été prises à 20 ans d'écart. À votre avis, laquelle est la plus ancienne? Celle-ci me paraît la plus ancienne. La photographie elle-même paraît plus ancienne, mais pas le modèle. Il faut une grande force d'âme pour refuser de vieillir, pour réussir à ne pas vieillir. C'est une question d'abstinence et de discipline. Un cocktail avant le repas, pas deux, ni quatre, ni six. Une seule côtelette très maigre avec une salade au jus de citron dans les restaurants réputés pour la richesse de leur cuisine. Madame Venable. Quoi encore? La mère. C'est comme dit. Violette, ma chérie, nous sommes arrivés. Montez m'attendre dans le salon du premier. Faites-les monter. Je ne veux pas qu'il reste derrière la fenêtre pendant notre conversation. Éloignons-nous de la fenêtre.
Madame Venable, est-ce que votre fils avait, je veux dire, quel genre de vie personnelle, de vie privée avait votre fils? Voilà une question que je voulais vous entendre poser, docteur. Pourquoi? Je n'ai pas appris directement ce que racontait ma nièce. J'étais trop malade pour aller l'entendre moi-même. On m'en a servi une version adoucie, mais on m'en a dit assez pour que je sache qu'il s'agit d'une monstrueuse attaque contre la personne de mon fils qui est mort et qui ne peut donc pas se défendre. Mais prenez une chaise, docteur. Et écoutez bien ce que je vais dire avant d'entendre ce que ma nièce va dire quand elle sera ici. Mon fils Sébastien était chaste et pourchassé. Car vous pensez bien que sa beauté et son charme attiraient une foule de gens qui le recherchaient, toutes sortes de gens. Il nous fallait beaucoup d'agilité pour arriver à leur échapper, mais Sébastien était et demeurait chaste. Vous me comprenez, docteur? Je vous comprends parfaitement, madame. Et vous me croyez, n'est-ce pas? Bien sûr. Toutefois, Toutefois, être chaste à... Quel âge avait votre fils l'été dernier? 40 ans, peut-être? Nous n'avons jamais vraiment compté les anniversaires. Et son célibat a été total? Total. Comme s'il avait prononcé ses vœux. Je vais vous paraître vain, docteur, mais c'est un fait. J'étais le seul être dans la vie de Sébastien qui put satisfaire ses exigences. Combien de fois a-t-il renoncé à quelqu'un, a-t-il chassé quelqu'un parce que l'attitude de cette personne à son égard n'était pas Aussi pur qu'il l'aurait... aussi pure qu'il l'exigeait. Nous faisions un couple célèbre. On ne parlait pas de Madame Venable et de son fils, ou de Sébastien et de sa mère. Ah non, on disait Sébastien et Violette. Violette et Sébastien font un séjour au Lido. Ils sont descendus au Ritz de Madrid. Sébastien et Violette et Sébastien ont loué une maison à Biarritz pour la saison. À chacune de nos apparitions, chaque fois que nous faisions notre apparition, nous étions le centre de tous les regards. Tous les autres éclipsés. Vanité? Ah non, docteur, il ne faut pas dire vanité. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas la folie des grandeurs, c'était la grandeur elle-même. Je vois. Une attitude envers la vie qui a pour ainsi dire disparu depuis que les grands princes de la Renaissance ont été chassés de leurs palais et de leurs jardins par la foule des marchands enrichis. Je vois. La vie de la plupart des gens est vraiment rien de plus qu'une traînée de déchets. Chaque jour quelques déchets de plus. De longues traînées de déchets jusqu'au grand nettoyage final, la mort. Sébastien et moi, nous construisions nos journées. Chaque journée de notre vie, nous la sculptions comme une œuvre d'art. Nous avons laissé derrière nous toute une série de journées semblables à une galerie de sculptures. Mais l'été dernier, je ne peux pas lui pardonner, même maintenant qu'il a payé de sa vie. Il a permis à cette vendale, La jeune femme que... Oui, la jeune femme que vous allez voir cet après-midi, il l'a fait entrer dans sa vie. Et maintenant, à grands coups de calomnie, elle s'est mise à démolir notre légende, à démolir le souvenir de... Madame Venable, d'après vous, quelle raison peut-elle avoir? Oh, les fous n'ont pas de raison. Oui, je veux dire, à votre avis, quel pourrait être son motif? Vous le demandez? C'est nous qui lui avons donné le pain dont elle s'est nourrie et les vêtements qu'elle portait sur le dos.
Ceux qui vous aiment pour cette charité ou qui vous la pardonnent sont plus rares que des dents de poule, docteur. Le rôle de bienfaiteur est un rôle plus qu'ingrat, c'est un rôle de victime expiatoire. C'est à votre sang qu'ils en veulent, c'est votre sang qu'ils veulent voir couler sur l'autel de leur amour-propre, de leur haineux, de leur haïssable amour-propre. Elle nous haïssait. À Sainte-Marie, rien à faire. Je croyais qu'elle y était déjà depuis. Je veux dire rien à faire pour la faire taire. Elle n'arrêtait pas de radoter. Elle radotait. À Cabessa des Lobos et à la clinique de Paris. Elle radotait, détruisant la réputation de mon fils. Sur le Berengaria qu'il avait ramené aux États-Unis. Elle s'est enfuie de sa cabine et elle s'est mise à radoter, et même à l'aéroport. À la descente de l'avion qui l'a ramené ici. Elle a réussi à radoter un peu de son histoire avant qu'on ait le temps de l'escamoter dans l'ambulance pour Sainte-Marie. Vous voyez ce petit sac, docteur? Oui, là. C'est un petit fourre-tout, un fourre-tout de vieille dame, pour la vieille dame que je suis devenue l'été dernier. Voulez-vous m'ouvrir? Mes mains sont engourdies. Trouvez-moi une cigarette et un fume-cigarette. Je n'ai pas d'allumette. Il doit y avoir un briquet sur la table. Je vois. Quelle flamme! C'est ainsi que resplendit une bonne action dans un monde méchant, docteur Sucre. Madame Venable, Oui, dans votre lettre de la semaine dernière, vous faisiez allusion à une sorte de donation. je vous ai écrit que mes avocats et ma banque et mes comptables étaient en train d'établir la fondation Sébastien Venable pour venir en aide aux gens comme vous qui font reculer les frontières de l'art et de la science, mais qui ont des difficultés d'argent. Vous avez des difficultés d'argent, n'est-ce pas, docteur? Oui, nous en avons. La nouveauté et la hardiesse de nos recherches à Lions View effraient naturellement quelque peu la commission de subvention de l'État. On nous donne peu. On nous donne si peu que... Il me faut un pavillon pour les patients. J'ai besoin d'assistants expérimentés. Je voudrais me marier, mais je n'en ai pas les moyens. Mais il y a un autre problème. Comment obtenir les patients? Et pas seulement les psychopathes criminels que l'État nous envoie pour leur faire subir mon opération. Car il faut le dire, il y a des risques. Bon, je ne veux certes pas vous rendre hostile à mon travail à Lions View, mais je dois être honnête. Mon opération comporte de très gros risques. Dès qu'on introduit dans le cerveau un corps étranger, Oui, une lame aussi fine qu'une aiguille, oui, avec les doigts exercés d'un bon chirurgien, oui. les risques sont très gros pendant l'opération. Mais vous m'avez dit que cette opération apaise les malades, qu'elle leur redonne soudain la paix, qu'elle leur fait retrouver le calme. Hein? Certes oui, cela nous le savons, mais il nous faudra attendre au moins 10 ans pour savoir si l'amélioration immédiate après l'opération est permanente ou temporaire. Et s'il est possible, et c'est bien cela qui me tourmente, s'il est possible de reconstruire une personnalité complète et normale. Il est très possible que le patient demeure toujours borné, libéré de ses troubles les plus graves, mais borné, madame. Oui, mais aussi quelle bénédiction pour eux, docteur, que cette paix soudaine, après toutes ces horreurs, après tous ces cauchemars, pouvoir simplement lever les yeux et voir là-haut un ciel qui n'est plus aussi noir et grouillant d'oiseaux,
féroce et sanguinaire que celle que nous avons vue aux Incantadas, docteur. Madame, je ne puis vous donner l'assurance qu'une lobotomie arrêtera son radotage. Peut-être que oui, peut-être que non, mais après cette opération, qui osera encore la croire? Mon Dieu. Madame, je vais voir cette jeune femme. Je vais l'examiner. Je vais l'écouter radoter. Supposons qu'alors, j'estime que son cas n'est pas suffisamment désespéré pour courir le risque de... Supposons que j'estime que le recours à la chirurgie ne s'impose pas et qu'un traitement à l'insuline vous... Elle a subi tout ça à Sainte-Marie, il n'y a pas d'autre solution. Et si je ne suis pas d'accord avec vous? Vous n'avez posé que la moitié de la question. Achevez. Est-ce que vous continuerez à vous intéresser à mon travail à la Lion's View? Enfin, je veux dire, est-ce que la Fondation Sébastien Venable s'y intéressera encore? Docteur, on s'intéresse surtout à ce qui touche de près. Madame, vous avez tant d'innocence qu'il ne vous vient pas à l'esprit que... Il est évident qu'il ne vous vient pas à l'esprit que n'importe qui de moins innocent que vous pourrait interpréter votre proposition de subvention comme... Eh bien, comme une sorte de tentative de corruption. Appelez ça comme vous voulez, je m'en moque. Souvenez-vous bien de deux choses. La nature de cette fille est de détruire, celle de mon fils était de créer. Maintenant, si ma franchise vous dérange, ramassez votre petite sacoche noire, sans subvention dedans, et déguerpissez de ce jardin. Personne n'a entendu notre conversation à part vous et moi, docteur Sucre. Madame, venez. Qu'y a-t-il? Que voulez-vous, mademoiselle Foxil? Madame, venez. Mademoiselle Holly vient d'arriver. Elle est là derrière la fenêtre. Je vous avais dit que je ne voulais pas qu'elle remette les pieds dans la maison. Je vous avais dit de les recevoir à la porte et de leur faire faire le tour pour les conduire au jardin. Mais vous n'avez pas écouté. Je ne suis pas prête à me trouver face à face avec elle. Il me faut d'abord mon cocktail pour me donner des forces. Rangez ma chaise. Ah, docteur, je pensais que vous étiez enfui. Je vais passer par le jardin pour entrer par l'autre porte dans la maison. Docteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous enfuir si vous en avez envie, ou bien rentrer dans la maison par cette porte si vous en avez envie, ou faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je vais prendre mon daiquiri frappé avant de me trouver face à face avec elle. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Asseyez-vous et tenez-vous tranquille. Jusqu'à l'arrivée de votre famille. Qu'avez-vous pris dans cette boîte sur la table? Une cigarette, c'est tout, ma sœur. Remettez-la dans la boîte. Trop tard, je l'ai allumée. Donnez-moi ça. Oh, je vous en supplie, ma sœur, laissez-moi fumer. Catherine, donnez-moi ça. Je vous en supplie, laissez-moi fumer. Vous savez qu'il est défendu de fumer à Sainte-Marie. Nous ne sommes pas à Sainte-Marie, c'est un jour de sortie. Vous êtes toujours sous ma surveillance et je ne peux pas vous permettre de fumer. Parce que la dernière fois que vous avez fumé, vous avez laissé tomber une cigarette allumée sur votre robe et vous avez failli provoquer un incendie. J'ai pas failli provoquer un incendie. J'ai simplement fait un trou à ma jupe parce que j'étais à moitié inconsciente sous le coup de vos médicaments. Catherine, donnez-moi ça. Ne soyez pas si tyrannique. Quand on désobéit, on le paye tôt ou tard. Eh ben, je le paierai plus tard. Catherine, donnez-moi cette cigarette ou je fais un rapport qui va vous renvoyer au service des fous furieux. Je ne suis pas furieuse, ma sœur. Oh. Catherine, donnez-moi cette cigarette. J'ai la main tendue et j'attends. Bon, tenez, la voilà. Ah!
Oh, excusez-moi, je voulais pas. Vous avez brûlé exprès. Non, vous m'avez dit de vous la donner, je vous l'ai donnée. Vous avez enfoncé le bout allumé de votre cigarette dans ma main. Ah, j'en ai assez. J'en ai assez d'être bousculée et tyrannisée. Asseyez-vous. Le bruit du mixeur. Quand Violette est en train de faire son daiquiri frappé de 5 heures. Ah, on pourrait régler sa montre sur ce bruit. Nous sommes dans le jardin de Sébastien. Mon Dieu, je suis encore capable de pleurer. Vous avez pris votre médicament avant de sortir? Non, j'ai rien pris. Ah, vous voulez me le donner maintenant, ma sœur? Non. On m'a pas dit de vous le donner. D'ailleurs, je pense que le docteur vous fera prendre quelque chose. Le docteur? C'est l'homme que j'ai croisé? Oui. Ce docteur est un spécialiste qui nous vient d'un autre hôpital. De quel hôpital? Un mot suffit au sage. Lion's View! C'est ça, n'est-ce pas, docteur? Catherine, cela suffit, votre famille vient. C'est Lion's View, docteur! Catherine, calmez-vous. Pourquoi je peux pas m'arrêter de courir? De descendre en courant la pente de la rue Blanche de Cabessa de Lobo? Ma sœur, je l'aimais. Pourquoi il m'a pas laissé le sauver? J'ai essayé de le retenir, mais il s'est mis à courir dans la mauvaise direction, ma sœur. Catherine, mon enfant, ça suffit. Le docteur est toujours derrière la fenêtre. Il est trop pâle pour disparaître. Il accroche la lumière et il brille à travers eux. Taisez-vous! Nous allions passer au blanc. Les blancs, c'était le plat suivant sur le menu. Catherine, mon enfant, asseyez-vous. Il disait qu'il était affamé de blanc. Il était repu de brun, il avait faim de blanc. Tous les prospectus de voyage qu'il avait ramassés étaient des réclames pour les pays nordiques. Les blancs pays nordiques. Je crois qu'il avait déjà pris nos billets pour Stockholm et pour Copenhague. Repu de brun, affamé de blanc, c'est comme ça qu'il parlait des gens. Comme s'ils étaient des plats sur un menu. Ah, voilà quelqu'un d'appétissant. Voilà quelqu'un de délicieux. Voilà quelqu'un de pas appétissant. C'est peut-être parce qu'il avait l'estomac vide à force de se nourrir de pilules et de salades. Catherine, cela suffit maintenant, asseyez-vous. Il m'aimait bien, du coup je l'aimais. S'il avait continué à tenir ma main, j'aurais pu le sauver. Sébastien Soudain l'été dernier a dit « Volons vers le nord, petit oiseau. Je vais marcher dans la lumière radieuse et froide du nord. Dans la lumière des aurores boréales. J'ai jamais vu d'aurore boréale. » Quelqu'un a dit ou écrit un jour « Nous sommes tous des enfants dans une immense école maternelle. Nous essayons d'écrire le nom de Dieu avec des cubes marqués d'un alphabet qui ne convient pas. » Ça? Ce doit être moi qu'ils appellent. Ils m'appellent petite sœur, ma sœur. Catherine, ma chérie. Catherine. Eh bien. Comme elle a bonne mine, n'est-ce pas, Georges? Oui, oui. C'est qu'ils ont une sorte de salon de beauté où ils vous envoient quand ils savent que vous aurez de la visite de la famille. Le reste du temps, on a l'air hideux. On n'a même pas le droit d'avoir de boîte de poudre ou de rouge à lèvres. Rien de métallique. Parce qu'ils ont peur qu'on ne l'avale. Bien. Moi, je trouve qu'elle a l'air tout simplement superbe, n'est-ce pas, Georges? On ne peut pas lui parler une minute sur la bonne sœur? Si, je suis sûre que c'est permis. Sors. Excusez-moi, sœur Félicité, ma mère, Madame Holly, et mon frère Georges. Bonsoir. Je vous présente sœur Félicité. Nous sommes si heureux que Catherine soit à cette mariée et si reconnaissant pour tout ce que vous faites pour elle. Nous faisons de notre mieux, Madame Holly. Oh, ça, j'en suis sûre. Oui. Croyez-vous qu'il serait possible d'avoir une petite conversation privée avec notre petite Cathy? On m'a bien demandé de ne pas la perdre de vue. Non, vous pouvez aller vous asseoir dans le hall ou dans le jardin. Nous vous appellerons dès que nous aurons terminé de parler de nos petites affaires. Bon Dieu, tu as perdu la tête? Hein? Petite sœur,
C'est notre ruine que tu veux. Georges, ne lui parle pas comme ça. Tu vois bien que tu effraies ta sœur. Georges, la chaise. Comme Georges a l'air élégant. Ah, Georges a hérité des vêtements de son cousin Sébastien. Mais pour tout le reste, le testament n'est pas encore déclaré valide. Tu le savais? Pour tout le reste, le testament n'est pas encore validé. Et tante Violette peut faire durer cet état de choses autant qu'elle le veut. Où est tante Violette? Georges, viens donc ici. Tante Violette est en train de descendre. Oui, un ascenseur maintenant. Oui, c'est vrai. Elle a fait installer un ascenseur là où il y avait l'escalier de service. Et petite sœur, c'est vraiment un amour de petites choses. Tout lambrissé de laque chinoise noire et or, avec des petits oiseaux peints adorables. Mais il n'y a de la place que pour 2 personnes à la fois. Georges et moi, nous sommes descendus à pied. Elle doit être en train de boire son daiquiri frappé. Elle continue à prendre son daiquiri frappé tous les jours à la même heure, où qu'elle soit quand il fait chaud. Petite sœur, l'horrible mort de Sébastien l'a presque tuée. Elle va un peu mieux maintenant, mais il faut être patient. Tu sais, je suis sûre que tu comprends pourquoi nous ne sommes pas venus te voir à Sainte-Marie. Ils nous ont dit que tu étais trop bouleversée et que la visite de la famille pourrait te bouleverser encore plus. Mais je veux que tu saches une chose. Personne, tu m'entends? Personne en ville ne sait par quelles épreuves tu es passé. N'est-ce pas, Georges? Pas un mot. À personne. Il n'y a pas âme qui vive, qui sache que tu es rentrée d'Europe. Quand on nous pose des questions, quand on nous demande, nous disons simplement que tu es toujours en Europe et que tu y fais des études. Voilà, petite sœur. Écoute, il faut que tu fasses très attention quand tu parleras à tante Violette de ce qui est arrivé à Sébastien à Cabeza de Lobos. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur... Oh, mais simplement, ne recommence pas à raconter cette incroyable histoire. Pour moi, pour Georges, enfin, pour ton frère, pour ta mère, ne recommence pas à raconter cette horrible histoire. Tu me le promets, pas devant tante Violette. Ça veut dire que je vais devoir raconter à tante Violette ce qui est arrivé à son fils, à Cabeza de Lobos? Ma chérie, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Elle veut absolument entendre cette histoire de toi. Tu es le seul témoin, Cathy. Non! Il y en avait d'autres! Ils se sont enfuis! Cathy, mais Cathy, tu as simplement eu une espèce de petit cauchemar, c'est tout. Écoute, Sébastien a laissé, il a légué par testament à toi et à Georges. À chacun de nous, il a laissé 50 000 $. 50 sacs chacun. Un poney d'huile. Tu piges? Oui. Mais si on me fait une piqûre, j'aurais pas le choix, je dirais la vérité. Vous comprenez? J'aurais pas le choix, je dirais exactement ce qui s'est passé à Cabeza de Lobos. C'est une piqûre qui fait dire la vérité, tout sort, tout convenable ou pas, on dit la vérité, toute la vérité. Et Catherine, ma chérie, je ne suis pas au courant de toute l'histoire, mais certainement, tu n'es pas assez malade dans ta tête pour ne pas comprendre dans ton cœur que l'horrible histoire que tu racontes est tout simplement beaucoup trop... Cathy, il y a 50 sacs pour toi. Tu peux oublier cette histoire, non? Parce que si tante Vie met opposition au testament, et nous savons qu'elle le fera, elle peut faire durer le procès éternellement. Nous serons... L'exécution est différée, déjà. Et elle restera différée tant que tu ne renonceras pas à ton histoire. Nous, on ne peut pas se permettre de payer des avocats assez forts pour faire casser l'ajournement. Alors, si tu ne t'arrêtes pas de raconter cette histoire de fou, on n'aura même pas un pot pour cuire des navets dedans. Catherine! Oh, Catherine, ne ris pas comme ça, tu me fais peur, Catherine! Cathy, tout l'argent est bloqué. Si tante Vie décide de mettre opposition au testament de cousin Sébastien, au testament qui nous laisse tout son fric, est-ce que tu commences à te rendre compte? Oui, petit frère. Je commence à me rendre compte. Maman, elle est complètement cinglée. On ne va pas recevoir un sou. Comme je te dis, pas un sou.
Alors il faut que tu t'arrêtes de raconter cette histoire sur ce qui se serait passé après toi à cousin Sébastien. Même si c'était vrai, ce que ça ne peut pas être, on ne peut pas raconter des histoires comme ça au XXe siècle à des gens civilisés dans un pays civilisé. Catherine, mais pourquoi as-tu inventé cette histoire? Mais maman, je l'ai pas inventée. Je sais que c'est une histoire épouvantable. Mais c'est une histoire vraie. Une histoire de notre temps et du monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'il est vraiment arrivé à cousin Sébastien, à Cabeza des Lobos et... Tu vas la raconter. Maman, elle va la raconter. Au nez de ton vie. Elle va nous faire atterrir $100 000. Cathy, tu es une salope. Georges! Je répète, une salope. Elle n'est pas folle, pas plus folle que moi. Elle est tout simplement perverse. C'est ça, perverse, elle a toujours été. Georges! Tu vas faire des excuses à ta sœur. On ne parle pas comme ça à sa sœur. Georges, viens immédiatement ici. Et dis à ta sœur chérie que tu lui demandes pardon de lui avoir parlé comme ça. Je te demande pardon, Cathy. Mais cet argent, on en a besoin. Maman, moi, nous. Cathy, tu m'écoutes? J'ai de l'ambition. Cathy, je suis encore jeune. Il y a des choses dans la vie que je veux. Il me les faut, j'en ai besoin. Alors s'il te plaît, pense un peu à moi. Pense un peu à nous. Madame Olive, on m'appelle. Catherine. Georges s'est horriblement mal exprimé. Mais tu sais, il a raison. Il faut absolument que nous obtenions ce que Sébastien nous a légué par testament. Alors tu ne vas pas nous laisser tomber. C'est promis, n'est-ce pas? Tu ne vas pas nous laisser tomber. Voilà tante Violette. Cathy, maman. Voilà tante Violette. Cathy, voici tante Vie. Je la vois et elle me voit, c'est bien suffisant. Mademoiselle Foxy, placez ma chaise dans ce coin-là. Remontez mon coussin. Un peu plus. Un peu plus! Pas tant. Redescendez-le un peu. Parfait. Je vais prendre mon daiquiri frappé maintenant. Quelqu'un veut du café? Je prendrais bien un Coca-Cola. Georges, Nous ne sommes pas dans un drugstore. vous connaissez Georges, n'est-ce pas? Toujours le même. En effet, toujours le même. Voici le classeur marqué Cabeza des Lobos, qui contient toute votre correspondance de la police de l'endroit et du consul des États-Unis. Ah. J'ai demandé la traduction anglaise. Oui, Elle se trouve à... À part, la voici. Rapport des détectives privés et des policiers. Bon. Où est le docteur? Dans la bibliothèque au téléphone. C'est le moment qu'il a choisi pour passer ses coups de fil. Il ne donne pas un coup de téléphone, il répond de l'hôpital. Mademoiselle Foxil, pourquoi chuchotez-vous comme un cambrioleur? Violette, elle a peur. Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux me lever et me promener un peu avant qu'on commence? Cathy, ma chérie, est-ce que Georges t'a dit que les meilleures associations d'étudiants de Toulane l'ont approché pour qu'il devienne un de leurs membres et qu'il a choisi la fille d'État pour être avec Paul Junior? Je vois qu'il a eu naturellement le tact et le bon goût de venir ici cet après-midi habillé de pied en cap, de vêtements qui appartenaient à mon fils. C'est nous qui nous les avons offerts, tante Vie. Je ne savais pas que tu les mettrais pour venir te pavaner devant moi, Georges. Georges, dis à tante Violette combien tu lui es reconnaissant pour... J'ai trouvé rue Britannia un petit tailleur juif qui fait si bien les retouches qu'il n'y a pas moyen de dire si les costumes n'ont pas été faits sur mesure pour moi dès le début. Et si peu onéreux. Parce que si je comprends bien,
ce que Sébastien a laissé si généreusement à Georges et à Cathy va rester bloqué pour un certain temps. Au sujet du testament de vie, on ne pourrait pas trouver un moyen. Georges veut dire un moyen d'accélérer la procédure, histoire de se débarrasser de toute la paperasse. Très bien compris ce qu'il a voulu dire. Mademoiselle Foxhill, faites venir le docteur. Docteur, Georges, plus un mot à propos de l'argent. On ne se met pas sur l'arbitrage. Qu'y a-t-il, mon enfant? Je crois être en train de rêver, tout ça n'a pas l'air vrai. il répond à un coup de téléphone urgent de Lions View. Lions View. Tourneville, c'est pas vrai. Un instant. Pourquoi? Je sais ce qui va m'arriver. Et pourquoi pas? À moins que vous ne soyez prêt à payer $1000 plus les suppléments pour le traitement pour qu'on la garde à Sainte-Marie. Catherine, dis à tante Violette combien tu lui es reconnaissante, parce que grâce à elle, tu peux reprendre des forces et te guérir à Sainte-Marie, hein, qui est quand même un endroit rêvé. Une maison de fous n'est jamais un endroit rêvé. Ah mais on y mange bien à Sainte-Marie. Est-ce qu'on n'y mange pas bien à Sainte-Marie? Oh, donne-moi simplement la permission écrite de ne pas manger du gruau frit. On m'autorisait à sortir dans la cour jusqu'au jour où j'ai refusé de manger du gruau frit. Si on n'a plus autorisé à aller dans la cour, c'est parce qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Hein. Sans une surveillance constante, et même avec cette surveillance, elle trouvait toujours le moyen de courir à la grille et de faire des signaux aux voitures. Oui, c'est vrai, je faisais des signaux. Mais c'est parce que pendant des semaines, j'ai essayé de vous faire parvenir un message du fond de cet endroit rêvé. Un message, ma chérie? J'étais prise de panique, maman. Mais je ne comprends pas, petite sœur. Qu'est-ce qui te fait peur, petite sœur? Ce qu'on va me faire maintenant. Maintenant qu'on a essayé tout le reste. Cet homme à la fenêtre est un spécialiste de Lions View. Nous lisons les journaux et je sais ce qu'il... Ah, docteur! Je pensais que vous aviez disparu en nous laissant votre petite sacoche noire comme seul souvenir de vous. Oh non, mais j'ai eu à répondre à un appel téléphonique venant au sujet d'un patient. Voici le docteur Kukrovitch. Il dit que cela signifie sucre et que nous pouvons l'appeler docteur sucre. C'est un spécialiste de Lions View. Et quelle est sa spécialité? Quelque chose de nouveau que l'on emploie quand les autres méthodes ont échoué. Vous voulez percer un trou dans mon crâne et creuser dans mon cerveau avec un couteau, n'est-ce pas? Après tout, on a essayé tout le reste. Mais d'abord, il vous faudra la permission de ma mère. C'est moi qui paie pour qu'on vous soigne dans une clinique privée. Légalement, vous n'êtes pas mon tuteur. Votre mère est à ma charge. Vous êtes tous à ma charge, financièrement parlant. Je vois. La situation est claire pour moi maintenant. Eh bien, dans ce cas... Madame de Neveu, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles, je vous demande de rester calme. Calme? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par calme? Ce n'est pas moi qui crie, c'est elle. Essayons de parler calmement maintenant, si vous voulez bien. Votre nièce me semble très affectée. Et à juste titre, elle me prend mon fils et puis elle... Tante Violette, vous n'êtes pas de bonne foi. Ah non, vraiment! Elle n'est pas de bonne foi. Tante Violette, vous savez très bien pourquoi Sébastien m'a demandé de faire un voyage avec lui. Ah mais ça, je le sais très bien. Vous ne pouviez plus voyager. Vous veniez d'avoir une... Je venais d'avoir quoi? Allez-y, dites-le. Vous n'osez pas le dire devant le docteur. Ce qu'elle veut dire, c'est que je venais d'avoir une attaque. Je n'ai jamais eu d'attaque. J'ai une petite crise d'anévrisme. Vous savez ce que c'est, docteur? Un petit ennui vasculaire. Même pas une hémorragie, simplement un petit ennui vasculaire. Ça m'est arrivé quand j'ai découvert qu'elle essayait de me voler mon fils. Alors j'ai eu cette petite crise. Résultat, pendant un certain temps, une sorte de contraction musculaire d'un côté de mon visage. Ces gens-là ne sont pas de ma famille. Ce sont des parents de mon mari. Je les ai toujours détestés. La sœur de mon mari mort et ses 2 enfants
Sans aucun intérêt. Seulement voilà, j'ai fait mon devoir. J'ai fait plus que mon devoir pour qu'il puisse surnager. Pour faire plaisir à mon fils dont la faiblesse était d'avoir trop bon cœur, j'ai consenti aux frais. Et à l'humiliation, oui. À l'humiliation publique d'organiser pour ma nièce un premier bal qui a été une catastrophe. Quand je l'ai présentée au monde, elle a déplu à tous. Ça, on peut dire qu'elle faisait parler d'elle. Elle avait la langue bien pendue et certains prenaient ça pour de l'esprit. Toujours à rire, au nez des gens bien, une habitude qui les mettait en rage et qui aussi, par contre-coup, les dressait contre Sébastien et moi. Seulement voilà, lui, cette fille l'amusait, alors que moi, j'étais dégoûtée, j'en étais malade, on n'était pas arrivé à la même moitié de la saison mondaine qu'elle était rayée de toute une liste d'invitations, oui, rayée, malgré mon rang dans la société. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu la tête pour un jeune homme marié, qu'elle avait fait une scène scandaleuse au bal du carnaval, au beau milieu de la salle de bal. Alors tout le monde a laissé tomber comme un morceau de charbon ardent, mais Sébastien, lui, il la plaignait encore, et il en est, l'été dernier, à ma place. Je ne peux pas changer la vérité. Je ne suis pas Dieu. Et je crois que Dieu lui-même ne pourrait pas changer la vérité. Je crois que Dieu lui-même ne peut pas changer la vérité. Comment puis changer l'histoire de ce qui arriva à son fils, à Cabeza des Lobos? Elle était amoureuse de mon fils. Sœur Félicité, retournons à Sainte-Marie, retournons à Sainte-Marie. Ah non, ce n'est pas là qu'on va vous envoyer. D'accord pour Lions-View, mais ne me demandez pas de... Vous savez très bien que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, tante Violette? Ah, ne m'appelez pas votre tante. Vous êtes la nièce de mon mari qui est mort, pas la mienne. Et Catherine, ne bouleverse pas ta... Docteur! Docteur! Je veux pas la bouleverser. Et d'abord, je voulais pas venir ici. Je sais ce qu'elle pense. Elle pense que j'ai assassiné son fils. C'est vrai. Elle pense que je suis responsable de sa mort. Je le lui avais dit. Quand il m'a annoncé qu'il vous emmenait, vous, à ma place, je lui ai dit que je ne l'en verrai jamais plus. Je ne l'ai plus jamais revu. Et vous êtes la seule à savoir pourquoi. Oh mon Dieu. Mademoiselle Catherine. Mademoiselle Catherine. Madame Venebe. Madame Venebe. Quoi donc? Je souhaiterais qu'on me laisse seul un instant avec mademoiselle Catherine. Georges, va lui parler, toi, Georges. Tant de vie, vous ne pouvez pas envoyer Katia Lions-View. Tout le monde dans le quartier des Jardins saurait que vous avez mis votre nièce dans un asile de l'État. Foxy! Qu'est-ce que vous voulez, tant de vie? Lâche ma chaise. Foxy, emmenez-moi loin Tant de de tous vie, ces gens. pense à tous ces raconteurs. Monsieur Oli, je m'en occupe. Lâche C'est ma moi qui ai chaise. poussé sa chaise pour Madame Foxil. Elle ne veut pas pour la poussière. Je lui parlais. Lâche ma chaise. Laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Lâche-moi. Je te frappe. Tant de vie, tant de vie. Foxy. Pas la peine de me tenir, je peux pas m'échapper. Mademoiselle Catherine, Oui? votre tante est très malade. Elle a eu une attaque le printemps dernier. Oui, elle a une attaque. Mais elle l'avouera jamais. Oui. Je comprends pourquoi. Mais c'est pas moi qui demandais à venir ici. Mademoiselle, est-ce que vous haïssez votre tante? Je sais pas ce que c'est que la haine. Comment peut-on haïr et être sain d'esprit? Vous voyez, je crois toujours que je suis saine d'esprit. Vous croyez vraiment qu'elle a eu une attaque? Elle a eu une attaque en avril, qui n'a atteint qu'un côté, le côté gauche de son visage. Mais ça l'a défigurée. Et du coup, elle était hors d'usage pour Sébastien. Hors d'usage? Vous avez dit hors d'usage? Nous nous utilisons tous les uns les autres. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et quand nous ne pouvons plus nous utiliser, c'est ce qu'on appelle la haine. Est-ce que vous haïssez votre tante, mademoiselle Catherine? Vous me l'avez déjà demandé, n'est-ce pas? Je vous ai répondu que je ne sais pas ce que c'est que la haine, n'est-ce pas? Un bateau entre en collision avec un iceberg en pleine mer. Tout le monde est en train de couler. Continuez, mademoiselle Catherine. Mais il n'y a pas de raison pour que chaque individu qui se noie haïsse tous ceux qui se noient en même temps que lui, n'est-ce pas, docteur? Dites-moi, quel sentiment aviez-vous pour votre cousin Sébastien? Il m'aimait bien, du coup je l'aimais. De quelle façon l'aimiez-vous? De la seule façon qu'il accepte. Hein.
d'une façon pour ainsi dire maternelle. J'ai essayé de le sauver, docteur. De quoi? Vous avez essayé de le sauver de quoi? De ce qu'il voulait accomplir, d'une sorte d'image qu'il avait de lui comme victime d'une sorte de sacrifice, un sacrifice offert à quelque chose de terrible, à une sorte de... De Dieu? Oui, un Dieu cruel, docteur. Et quelle impression vous faisait tout cela? Docteur, mes impressions sont le genre d'impression qu'on a dans un rêve. Votre vie ne vous semble pas réelle? D'un l'hiver dernier, j'ai commencé à écrire mon journal intime à la 3e personne. Quelque chose s'est passé l'hiver dernier? À un débat du Mardi Gras, un jeune homme qui m'avait invité s'est saoulé au point de plus tenir debout. Je voulais rentrer chez moi, mais mon manteau était au vestiaire et pas moyen de trouver le ticket dans les poches de mon cavalier. J'ai dit après tout, je m'en fous. J'allais sortir pour appeler un taxi. Quelqu'un m'a pris par le bras et a dit « J'ai ma voiture, je vous ramène chez vous ». En sortant de l'hôtel, il a enlevé son pardessus, il l'a mis autour de mes épaules. Alors je l'ai regardé. Je crois bien que je ne l'avais jamais vu avant, vraiment. Il m'a emmené chez moi. Mais d'abord, il m'a emmené ailleurs. On s'est arrêté à 2 pas du pré aux Chênes, à 2 pas de l'avenue de l'Esplanade. On s'est arrêté, alors j'ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu. Il a simplement frotté une allumette dans la voiture pour allumer une cigarette dans la voiture. J'ai regardé et j'ai compris pourquoi on s'était arrêté. Quand je suis sortie de la voiture, avant qu'il sorte de la voiture, et nous avons marché dans l'herbe humide jusqu'au grand chêne perdu dans la brume, comme s'il y avait quelqu'un là-bas qui nous appelait à son secours. Et ensuite? Je l'ai perdu. Il m'a ramené chez moi. Et il m'a dit quelque chose d'ignoble. Il a dit « Il vaut mieux oublier ça, ma femme attend un bébé. » Alors je suis simplement retournée chez moi, je me suis assise, j'ai réfléchi un peu. Et tout à coup, j'ai appelé un taxi et je suis retournée à la salle de bal de l'hôtel Roosevelt. Le bal continuait. Je croyais que j'étais revenue pour récupérer le manteau emprunté, mais c'était pas la raison pour laquelle j'étais revenue. J'étais revenue pour faire une scène au milieu du bal. Je suis passée devant le vestiaire. J'ai pas essayé de récupérer la vieille cape de tante Vison, de tante Violette, non. Je me suis précipitée vers la salle de bal et je l'ai repéré parmi les danseurs et j'ai couru vers lui et je l'ai frappé de toutes mes forces avec mes poings au visage et sur la poitrine jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que mon cousin Sébastien vienne me chercher et m'emmène. Et c'est le lendemain que j'ai commencé à écrire mon journal intime à la 3e personne. Des choses comme... J'ai encore envie ce matin. Je vais dire que moi, Qu'est-ce qui se prépare pour elle? Dieu seul le sait. Je ne pouvais plus sortir. Alors un matin, mon cousin Sébastien est venu me chercher dans ma chambre et il m'a dit « Lève-toi ». Alors quand on est encore vivant après sa propre mort, docteur, eh bien on est obéissant. Je me suis levée. Il m'a emmenée en ville pour faire des photos de passeport. Il a dit « Maman, on ne peut pas faire de voyage à l'étranger avec moi cet été. Tu vas venir avec moi cet été à la place de maman. » Si vous ne me croyez pas, vous pouvez lire mon journal intime de Paris. C'est levé à l'aube, après un café, s'est habillé, il a fait une courte promenade. Qui ça, elle? Elle? Je veux dire moi. Une courte promenade du Plaza Athénée à la place de l'Étoile, comme si j'étais en Sibérie poursuivie par une meute de loups. Je brûlais tous les feux, je ne pouvais pas attendre qu'il passe au vert. Vous croyez-elle aller? Croyait-elle être sur la route du pré aux Chênes? Tout était froid et obscur. Obscur et sombre, sauf sa bouche chaude et vorace sur ma... Mademoiselle Catherine, je vais vous donner quelque chose. Faut-il qu'on me fasse encore une piqûre, docteur, cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on va m'injecter dans le corps cette fois-ci, docteur? Asseyez-vous. Ça m'est égal. Mais
J'enfonçais tant d'aiguilles dans le corps qu'il suffirait qu'on me branche un tuyau pour que je fasse un bon arrosoir. Retroussez votre manche de jaquette si vous voulez bien. J'ai rien senti. Très bien. Est-ce qu'il faut que je compte à l'envers en commençant par 100, docteur? Vous aimez compter à l'envers? J'adore ça, vous pouvez pas imaginer comme j'adore ça. 100, 99, 98, 97, 96, 95... C'est drôle, je le sens déjà. Très bien. Fermez les yeux pendant quelques instants. Mademoiselle Catherine, vous allez me donner quelque chose. Dites ce que c'est, et vous l'avez, docteur Sucre. Donnez-moi toute votre résistance. Ma résistance? À quoi? À la vérité, car vous allez me dire toute la vérité. La vérité, la seule chose à laquelle je n'ai jamais résisté. Parfois, on croit ne pas lui résister, mais on ne fait que le croire. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'elle est au fond d'un puits. Détendez-vous, La vérité. ne parlez pas. Où en étais-je? À 90? Pas la peine de compter à l'envers. À plus de 90. Ouvrez les yeux maintenant. Ah, je me sens drôle. Vous savez ce que je me dis? Je me dis que vous êtes en train d'essayer de m'hypnotiser. La façon dont vous me fixez avec vos yeux, vous êtes en train d'essayer de me faire quelque chose avec vos yeux et avec vos yeux. C'est ça que vous êtes en train de faire? Vous sentez que c'est cela que je suis en train de faire? Oui. Je me sens drôle et c'est pas seulement à cause de la piqûre. Donnez-moi toutes vos résistances. Voyez, je vous tends ma main. Mettez votre main dans la mienne et donnez-moi toutes vos résistances. Faites passer toutes vos résistances de votre main dans la mienne. Voici ma main. Elle ne contient aucune résistance. Vous êtes absolument passive. Oui, Vous ferez ce que je vous dirai. oui, j'essaierai. Vous me direz la vérité sur votre histoire. Oui. Toute la vérité. Pas de mensonge, pas d'omission. Vous me direz tout, exactement comme cela s'est passé. Tout. Exactement. Parce qu'il le faudra bien. Est-ce que je peux me lever? Oui, mais faites attention, vous allez sans doute avoir un peu le vertige. Non, j'y arrive pas. Dites-moi de me lever, alors je crois que j'y arriverai. Levez-vous. J'y suis arrivée. J'ai le vertige, je crois que je vais tomber. Vous voyez, vous avez perdu l'équilibre. Non. J'ai fait exactement ce que je voulais sans que vous me disiez de le faire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Serrez-moi dans vos bras. Je me sens si seule. C'est une solitude pire que la mort. Si je suis folle, c'est une solitude pire que la mort. Cathy, allez-y, il faut plus se gêner. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Catherine se sent mal? Non, Mademoiselle Catherine est sous l'effet d'une piqûre qui l'a rendue un peu chancelante. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Catherine? Elle s'est enfuie dans le jardin. Ce n'est rien, ma sœur. Et elle reviendra quand je l'appellerai. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est pas à vous qu'on l'a confiée.
Bon, appelez-la maintenant. Revenez, mademoiselle Catherine. Allez la chercher, ma sœur, s'il vous plaît. Et maintenant, mademoiselle Catherine, vous allez nous dire la vérité sur votre histoire. Par où dois-je commencer? Là où vous estimez que cela a commencé. Je crois que tout a commencé dans cette maison, le jour où il est né. Qu'est-ce que je vous disais? Cathy, Commençons un peu plus tard. Si nous commencions avec l'été dernier. L'été dernier? Oui, l'été dernier. Je peux? Ne laissez pas son frère l'approcher. elle veut juste une cigarette, ton fille. Non. Laissez, ma sœur. Ça aide d'avoir quelque chose dans les mains. Parlons de l'été dernier. Comment cela a-t-il commencé? Ça a commencé avec sa gentillesse. Avec les 6 jours en mer qui m'ont emporté loin, si loin du pré aux chênes que je l'ai oublié. Presque oublié. Il était très affectueux avec moi, très doux, plein d'attention. Si bien qu'on nous prenait parfois pour un couple en voyage de noces. On s'apercevait vite que nous faisions cabine séparée. Et puis à Paris, il m'a emmené chez Patou, chez Chiaparelli. C'est si bien de chez Chiaparelli. Il m'avait acheté tellement de vêtements neufs que j'ai donné mes vieux pour faire de la place dans mes valises neuves, pour voyager. J'étais devenue un pan. Bien sûr, il en était un, lui aussi. Mais j'ai commis l'erreur de trop répondre à sa gentillesse, de prendre sa main avant qu'il prît la mienne, de m'accrocher à son bras, de me laisser aller contre son épaule, de lui savoir gré de sa gentillesse plus qu'il ne voulait. Et soudain, l'été dernier, il a commencé à plus tenir en place. Continuez. Le cahier à l'oiseau bleu. Vous avez dit le cahier à l'oiseau bleu. Je sais ce dont elle veut parler. Il s'agit d'un cahier d'écolier avec un oiseau bleu sur la couverture dans lequel il prenait des notes et faisait ses brouillons de son poème de l'été. Où qu'il allait, il emmenait toujours avec lui. J'ai celui de l'été dernier. Foxy, le cahier à l'oiseau bleu. On me l'a renvoyé avec ses effets personnels de Cabessal et Lobo. Je vois très bien le rapport entre le vêtement neuf, le reste et le cahier à l'oiseau bleu. Le voici, docteur, dites-lui que j'ai trouvé. Avec toutes ces interruptions, il va être extrêmement difficile. Ceci est important. Je ne sais pas pourquoi elle vous a parlé du cahier à l'oiseau bleu, mais je veux que vous voyez. Regardez, le titre poème d'été et la date 1935. Et ensuite quoi? Des pages blanches, absolument rien. L'été dernier, il n'a absolument rien écrit. Mais quel est le lien avec sa... Avec sa destruction. Mais je vais vous le dire, docteur. La vocation d'un poète tient à quelque chose d'aussi fin et délicat qu'une toile d'araignée. C'est ça qui les soutient au-dessus de la destruction. Peu, très peu, arrivent à se maintenir seuls. Il faut les aider le plus qu'on peut. Moi, je suis aidée, pas elle. Sur ce point, elle a raison. Je lui ai fait défaut. J'ai pas été capable d'empêcher la toile d'araignée de se déchirer. En plus, je l'ai vue se déchirer et j'ai pas pu la préserver ou la réparer. Enfin, la vérité commence à sortir. Il y avait un accord entre nous, une sorte de pacte, de contrat qu'il a rompu l'été dernier quand il s'est éloigné de moi et qu'il l'emmenait, elle, à ma place. Qu'il avait peur, que je savais qu'il avait peur, parce que ses mains tremblaient et que son regard se portait vers l'intérieur, alors je tendais ma main par-dessus la table. Je prenais ses mains dans ma main, je ne disais rien, je ne faisais que le regarder et tenir ses mains dans ma main, jusqu'à ce que ses mains s'arrêtent de trembler et que son regard se reporte vers l'extérieur. Alors, le lendemain matin, le poème se remettait à avancer, jusqu'à ce qu'il soit fini. Mais moi, je n'ai pas pu. Mais évidemment que non! Il était à moi je savais comment l'aider, je pouvais l'aider. Vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas. Ces interruptions. Si je lui disais tu vas le faire, il le faisait. Oui, vous voyez, je lui ai fait défaut. Alors soudain, l'été dernier, nous sommes partis pour Cabessa des Lobos. Nous avons quitté l'endroit où il avait renoncé à écrire son Il avait poème. rompu notre pacte. Oh oui, quelque chose était rompu.
Le fil de perles par lequel les vieilles mères retiennent leurs fils. Elle veut dire que je le retenais au bord de la Oui, destruction. Tout ce que je sais, c'est que l'été dernier, il était plus si jeune, et nous sommes partis pour Cabeza del Lobo, et il a remplacé les soirées par la plage. remplacer les soirées par la plage? Je veux dire que ça se passait plus le soir, mais l'après-midi, et qu'il avait abandonné les endroits... Les endroits... Les endroits chics, c'est le mot que vous cherchez? Oui. Ben, l'été dernier, mon cousin Sébastien s'est mis à préférer les après-midi et la plage. Quelle plage? À Cabeza del Lobo, il y a une plage qui porte le nom du saint de Sébastien. On l'appelle la Playa San Sebastián. Et c'est là que nous avons commencé à passer tous les après-midi, tous les jours. Quel genre de plage était-ce? C'est une grande plage municipale près du port. Une grande plage publique? Oui, publique. C'est à des détails de ce genre qu'elle se trahit. Après ce que je vous ai dit, des exigeantes, Sébastien. Il ne faut pas l'interrompre! Comment pouvez-vous croire ce qu'elle vous raconte? Sébastien a fréquenté chaque jour quelques crasseuses plages publiques gratuites près d'un port, lui qui allait en bateau à des kilomètres du rivage pour trouver une eau dans laquelle il consentit à se baigner. Madame, quoi qu'elle dise, je vous demande de ne plus l'interrompre. Sinon, cette séance sera sans utilité aucune. Je ne dirai plus rien. Je me tairai même si j'en crève. Je ne veux pas continuer. Mais continuez votre histoire. Bon. L'été dernier, tous les après-midi, votre cousin Sébastien et vous êtes allés à la plage gratuite. Non. Nous n'allions pas à la plage gratuite. La plage gratuite était à côté. Il y avait une barrière qui séparait la plage gratuite de la plage où nous allions et il fallait payer un petit droit d'entrée. Oui, et là, qu'est-ce que vous y avez fait? Il s'est passé quelque chose qui vous a bouleversé? Oui. Quoi? Il m'avait acheté un maillot que je voulais pas mettre. Je riais, je disais, je peux pas porter ça. Il y a de quoi faire rougir les petits oiseaux. Que voulez-vous dire? Le maillot était indécent? Oh mon Dieu, oui. C'était un maillot d'une pièce, en fil d'Écosse, blanc. L'eau le rendait transparent. Je voulais pas me baigner avec ce maillot, mais il me tirait par la main et il me tirait jusqu'à ce que je sois tout entière dans l'eau et quand je ressortais, j'avais l'air nue. Et vous avez compris pourquoi il faisait cela? Oui, c'était pour attirer l'attention. Il voulait attirer l'attention sur vous, n'est-ce pas? Il avait compris votre chagrin, votre solitude, et voulait créer un choc pour vous sortir de votre dépression l'été dernier. Vous comprenez donc pas? Je racolais pour lui. Mais elle aussi, c'est ce qu'elle faisait. Inconsciemment, elle savait pas qu'elle racolait pour lui dans les endroits chics, les endroits élégants où ils allaient avant l'été dernier. Sébastien était timide devant les gens. Pas elle. Et ni moi non plus. Alors toutes deux, nous avons fait la même chose. Nous avons établi des rapports pour lui. Et elle, c'était dans des endroits bien et de façon convenable. Et moi, il a fallu que je fasse ce que je viens de vous raconter. Sébastien était seul, docteur. Et le caillou à l'oiseau bleu grandissait, grandissait, et devenait aussi blanc et aussi vide que le grand espace vide de la mer et du ciel bleu. Oh, je savais bien ce que je faisais. J'avais dansé au quartier français bien des années avant mon premier bal, au quartier des Jardins. Cathy, ma chérie, Cathy. S'il vous plaît. Et plus tard, quand il a commencé à faire plus chaud, que la foule s'est entassée sur la plage, il n'a plus besoin de moi pour ce genre de travail. Ceux qui fréquentaient la plage gratuite ont commencé à passer par-dessus la barrière, ou à en faire le tour à la nage. Des jeunes vagabonds, des jeunes affamés qui vivaient sur la plage gratuite comme des chiens perdus, qui se nourrissent d'ordures, des enfants qui avaient faim. Désormais, il me permettait de porter un maillot foncé et décent. Alors j'allais m'installer tout au bout de la plage, dans un endroit solitaire pour écrire mes cartes postales, mes lettres et tenir mon journal intime à la troisième personne. Jusqu'à 5 heures, l'heure de le retrouver devant les cabines de bain dans la rue. Il apparaissait suivi.
Qui donc le suivait? Mais les jeunes vagabonds, les jeunes affamés qui avaient escaladé la barrière qui nous séparait de la plage gratuite. Il leur distribuait des pourboires comme s'il leur avait tous tiré les chaussures ou appelé des taxis. Alors de jour en jour, cette bande devenait plus nombreuse, plus bruyante, plus avide. Sébastien commença à avoir peur. Finalement, nous avons cessé d'y aller. Et ensuite, après cela, après avoir renoncé à aller à la plage publique? Alors un jour, quelques jours après avoir cessé d'aller à la plage, c'était un jour où Cabeza de Lobo n'était plus qu'une fournaise blanche. Oh, pas une fournaise bleue, non, une fournaise blanche. Oui. Nous avions déjeuné tard dans un de ces restaurants de fruits de mer sur la mer comme ils en ont là-bas. Sébastien était aussi blanc que la lumière de ce jour-là. Il portait un impeccable complet de chantoum blanc, une cravate de soie blanche, un panama blanc, des souliers blancs, des fins souliers de lézard blanc. Il n'arrêtait pas de se tamponner le visage et la gorge avec un mouchoir de soie blanche et d'avaler ces petites pilules blanches. Et je savais que son cœur était en mauvais état, que ça lui faisait peur et que c'était la raison pour laquelle nous n'étions pas allés à la plage. Il disait, nous devrions partir pour le nord. Nous avons épuisé Cabeza de Lobo. J'ai l'impression que nous l'avons épuisé, pas toi? Oh, bien sûr que je pensais que nous l'avions épuisé, mais j'avais appris à faire semblant de ne pas avoir d'opinion. Parce que Sébastien, vous connaissez Sébastien, il fallait toujours qu'il fasse ce que personne d'autre n'avait envie de faire. Et j'essayais toujours de lui donner l'impression que c'était un contre-cœur, que j'étais d'accord avec lui, c'était un jeu. Elle a fait tomber sa cigarette. J'ai vu, je l'ai, ma sœur. Où en étais-je? Ah oui. Le déjeuner de 5 heures dans un de ces restaurants de fruits de mer sur le port de Cabeza de Lobo. C'était entre la ville et la mer. Il y avait des enfants nus sur la plage, qui étaient séparés du restaurant par des barbelés. Et d'autres tables se trouvaient à moins d'1 mètre des barbelés. Il y avait des enfants nus sur la plage, une bande d'enfants nus effroyablement maigres et noirs. On aurait dit des oiseaux plumés. Et ils accouraient. Et ils venaient se précipiter contre le barbelé comme si c'était le vent qui les apportait. Le vent chauffé à blanc qui venait de la plage et ils criaient tous « Panne, panne, panne !» Anne? Ça veut dire du pain. Et ils faisaient des bruits goulus avec leur bouche et ils enfonçaient leurs poings dans leur bouche et ils faisaient des bruits goulus avec des sourires atroces. Oh, bien sûr, nous regrettions d'avoir choisi ce restaurant, mais il était trop tard pour partir. Pourquoi était-il trop tard pour partir? Mais je vous l'ai dit, mon cousin Sébastien se sentait pas bien. Il n'arrêtait pas d'avaler ces petites pilules blanches. Je crois qu'il en avait tant avalé qu'elles avaient fini par l'affaiblir. Ses yeux. Dans ses yeux, il y avait un regard hébété. Il n'arrêtait pas de dire « Ne regarde pas ce petit monstre. Les mendiants sont la plaie sociale de ce pays. Si on les regarde, on se sent dégoûté du pays, tout est gâché. » Continuez. Ah oui, je continue. De temps en temps, il faut que ça redevienne clair. Sous l'effet de votre piqûre, il faut que ce soit une vision, ou bien rien ne vient. Vous y êtes? Ouais. Quand j'étais avec lui, je faisais toujours ce qu'il me disait. Alors j'ai cessé de regarder la bande d'enfants. Je n'ai même pas regardé quand les serveurs les ont chassés avec des bâtons loin des barbelés. Les serveurs se sont précipités comme des soldats qui se lancent à l'attaque et les ont battus loin des barbelés à coups de bâtons. Et alors? Continuez, Catherine. Quelle vision vous voulez ensuite? La bande s'est mise à nous donner la sérénade. À faire quoi? À jouer pour nous, à faire de la musique. Enfin, si on peut appeler ça de la musique. Oui. Leurs instruments étaient
Des instruments de percussion, vous comprenez? Oui, des instruments de percussion, comme des tambours. J'ai jeté des coups d'œil en cachette quand cousin Sébastien ne regardait pas. Et d'après ce que j'ai pu voir dans l'éblouissement blanc de la plage, leurs instruments étaient des boîtes de conserve attachées ensemble. Boîtes de conserve attachées ensemble. Et puis des morceaux de métal aplatis pour faire des cymbales, vous savez, Oui, des plaques de cuivre que l'on frappe l'une contre l'autre. des cymbales, des morceaux de métal aplatis, des boîtes de conserve aplaties, frappées l'une contre l'autre, des cymbales. Oui, je comprends, oui. Continuez votre vision. D'autres avaient des sacs de papier, des sacs faits de gros papier avec une corde à l'intérieur des sacs, quelque chose qui faisait monter, descendre, aller et venir, pour produire une sorte de bruit comme... Un bruit comme... Oumpa, 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 oumpa. Oui, le son d'un tuba. Oui, c'est ça. Oumpa, oumpa, oumpa. Oumpa, oumpa, oumpa. Le son d'un tuba. Pendant tout le déjeuner, ils sont restés là, assez près. Oui. Et votre cousin était-il distrait, diverti par ce type de concert? Je crois qu'il était terrorisé. Pourquoi était-il terrorisé? Je crois qu'il avait reconnu certains des musiciens. Certains des jeunes garçons qui n'étaient plus tout à fait des enfants. Et qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a tenté quelque chose pour que cela cesse? Est-ce qu'il est allé se plaindre auprès du patron? Quel patron? Dieu? Ah non! Le patron du restaurant de la plage? Oh non! Oh non, vous connaissez pas mon cousin Sébastien. Pourquoi donc? Il acceptait tout, les choses telles qu'elles étaient. Il estimait que personne n'a le droit de se plaindre ou d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Oh, bien sûr, il savait que ce qui est horrible, ce qui est mal est mal. D'ailleurs, mon cousin Sébastien n'a certainement jamais été sûr qu'il y ait quoi que ce soit de mal. Prendre des mesures lui paraissait inconvenant dans n'importe quel cas. Il se contentait d'aller de l'avant, comme s'il était poussé par une force intérieure qui... Et cette force intérieure, justement, Cabeza de Lobo, qu'est-ce qu'elle lui a dicté de faire? Après la salade. Avant qu'on serve le café, soudain il a reculé sa chaise et il a dit « Il faut que ça cesse. Garçon, faites-les cesser. Je suis pas bien, j'ai le cœur en mauvais état, ils me rendent malade. » C'est la première fois que je voyais cousin Sébastien essayer de changer quoi que ce soit dans le monde des hommes. Je crois que ce fut là son erreur fatale. C'est alors que les serveurs, mais tous les serveurs, ils étaient 8 ou 10, se sont précipités par la petite porte pratiquée dans les barbelés. Et ils ont battu les petits musiciens, ils les ont chassés au milieu des cris, avec des bâtons, des poêles à frire, tout ce qu'ils avaient trouvé de dur dans leur cuisine. Mon cousin Sébastien a quitté le restaurant, il s'est levé, il a acheté des billets sur la table et il s'est enfui. Alors moi je l'ai suivi. Dehors, tout était blanc, chauffé à blanc, une fournaise chauffée à blanc. À 5 heures de l'après-midi, dans les rues de Cabeza de Lobo, on aurait dit que... On aurait dit? On aurait dit qu'un os, un gigantesque os blanc avait pris feu dans le ciel et qui rendait blanc le ciel, mais tout ce qu'il y avait sous le ciel. Blanc? Oui, blanc. Et vous, Catherine, vous êtes sortie du restaurant, vous avez suivi votre cousin Sébastien dans la fournaise de la rue? La montée, la descente en courant. Vous avez monté, puis descendu la rue? Non! Nous n'avons bougé ni dans un sens ni dans l'autre. D'abord, nous étions paralysés. Je faisais rarement des suggestions, mais cette fois, j'en ai fait une. Qu'avez-vous suggéré? Mon cousin Sébastien était paralysé devant l'entrée du café. Alors je lui ai dit, allons-nous-en. Oh, je me souviens, la rue était très large, avec une très forte pente, et j'ai dit, cousin Sébastien, en bas de la rue, ce sont les quais, et nous aurons plus de chances de trouver un taxi. Ou bien, pourquoi pas rentrer dans le restaurant, et il nous appellerait un taxi, c'est ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il a dit, folle! Est-ce que tu es folle? Retourner dans cet endroit crasseux? Jamais de la vie. Cette bande de gosses a crié aux garçons des ignominies sur moi. Alors j'ai dit, descendons vers les quais, descendons la pente, n'essayons pas de gravir la colline dans cette chaleur atroce. Et il m'a dit, je veux m'en occuper moi-même. Il s'est mis à monter la pente, à gravir la colline avec une main sous sa veste, posée sur sa poitrine à l'endroit où je savais qu'il avait mal à cause de ses palpitations. Et plus il marchait vite parce qu'il était pris de panique, et plus c'était fort et proche. Qu'est-ce qui était fort et proche? Mais la musique! Encore la musique? Le oumpa, oumpa,
avez réussi à franchir les barbelés, à envahir la rue, et nous suivaient. Ils nous suivaient. Tandis que nous montions dans la fournaise blanche de la rue, la bande d'enfants nus nous poursuivait. Sous le soleil qui était comme un grand os blanc de bête géante, qui aurait pris feu dans le ciel. Ils l'ont rattrapé si vite, j'ai crié, j'ai entendu Sébastien crier. Il a crié une seule fois, quand la bande de petites moineaux noirs et déplumés l'a rattrapé à mi-hauteur de la colline blanche. Et vous, Béatrice, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'ai couru. Où ça? Vers le bas, la direction la plus facile, c'était vers le bas. Vers le bas de la rue brûlante, de la fournaise blanche en criant « Au secours !» pendant toute ma course Jusqu'à ce que... des serveurs, des agents de police, des gens sortent des maisons et se précipitent avec moi en haut de la colline. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où cousin Sébastien avait disparu, il était là, nu, comme ils avaient été nus. Et ça, vous n'allez pas me croire. Oh, personne ne m'a cru, personne. Personne au monde ne peut me croire et je comprends ça. Ils l'avaient en partie dévoré. Ils avaient arraché des morceaux de son corps. Avec leurs mains, avec des couteaux, peut-être avec les bottes de conserve déchiquetées qui leur servaient à faire de la musique. Ils avaient arraché des lambeaux de son corps et les avaient enfoncés dans leur petite bouche noire et féroce, leur petite bouche avide et goulue. Oh, tout était silencieux maintenant. Il n'y avait plus rien à voir que Sébastien. Ce qui restait de Sébastien et qui était comme un grand bouquet de roses enveloppé dans du papier blanc déchiré, jeté, écrasé contre ce mur chauffé à blanc. Vas-y, tu t'as arraché cette horrible histoire de son cerveau. Maman, je vais arrêter mes études. Je chercherai du travail. Chut, mon fils. Docteur, dites quelque chose, docteur. Il me semble que nous devrions tous nous demander si cette jeune femme ne dit pas la vérité. Wow.